Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez la nouvelle série d'épisodes de Together Women Rise appelée They Are Leaders. Cette série est dédiée aux femmes dirigeantes, alliant force décisionnelle et intelligence relationnelle pour transformer les organisations et la société. Face aux défis de notre époque, crise multiple, volatilité, incertitude, accélération du développement technologique, nous avons besoin de ce leadership équilibré et de ces femmes qui l'incarnent. Dans cette série, vous allez découvrir différents portraits de femmes dirigeantes qui vont vous partager leur définition de ce leadership équilibré, comment elles l'ont mis en place et aussi ce que ça leur a appris d'elles-mêmes. Le but est que vous puissiez vous aussi incarner ce leadership dont on a tant besoin actuellement. Belle écoute! Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Hassan, première femme directrice générale d'Epitech. Avec un parcours atypique, ingénieure de formation puis enseignante, elle est vite repérée par son énergie et sa capacité à apprendre sans cesse. Elle rejoint le groupe Ionis, prend la direction de la branche d'Epitech Digital School, puis 3 ans plus tard, celle d'Epitech au global. Passionnée par la tech, l'innovation et les startups, elle n'hésite pas à bousculer les codes établis pour transformer l'éducation et révéler les talents de demain. Elle porte aussi un engagement fort, plus de diversité dans la tech, l'intégration de l'IA dans l'enseignement et une pédagogie qui ouvre la voie à toutes et à tous, loin des clichés. Bienvenue Laura! Bienvenue, merci Cécile. Je suis vraiment heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on démarre, puisque cette série de podcasts est autour du leadership équilibré, sur ton style de leadership qui est propre à toi. Et donc, depuis que tu es directrice générale d'Epitech, comment as-tu concrètement appliqué un style de leadership favorisant à la fois plus de résultats et plus d'inclusivité? Alors Epitech, c'est une énorme maison. Epitech, c'est 500 collaborateurs quand même, hein, sur 15 campus en France et 6 à l'international. Donc c'est vrai que d'abord, ma première difficulté, c'était d'arriver dans un contexte national et international. Forcément, il y avait besoin de collaboratifs d'abord, je dirais, puisque c'était une entreprise, c'est une école, mais c'était une entreprise qui était organisée plutôt en silo avec les fonctions commerciales, on va dire, addition des nouveaux élèves, des nouveaux étudiants, les fonctions marketing, communication et puis bien sûr pédagogique. Après les fonctions support, RH et autres. Toutes ces fonctions avaient l'habitude donc de travailler dans leur verticale, que ça soit au niveau national et au niveau local, puisqu'il y a donc ces campus diffus dans toute la France. Et donc la première chose que j'ai voulu mettre en place, c'est le mode collaboratif. C'est vraiment apprendre, apprendre à apprendre et apprendre ensemble, tester à l'échelle locale, prendre de l'envergure, mettre à l'échelle nationale. Mais pour ça, il fallait que les gens échangent et c'était pas totalement dans la culture quand j'ai pris mes fonctions à Epitech. Donc le collaboratif en premier. Après, forcément, le mode inclusif. Donc, je suis arrivée, j'étais une des premières femmes à la tête, enfin d'abord je suis la première femme à la tête d'Epitech, mais dans notre codir Epitech, eh bien, il y avait peu de femmes. Aujourd'hui, on est plutôt sur 70% de femmes. C'est pas un but en soi, hein. Je vais pas dire que je suis opposée aux quotas, mais pour moi, ça devrait pas passer par les quotas, c'est surtout Bien ça. sûr. Maintenant, je suis allée chercher les compétences là où elles se trouvaient. Mm. Il s'avère que c'était plutôt des femmes au poste qui devaient m'entourer. L'inclusion aussi sur tous les territoires, parce que c'est important de pas seulement centrer le pilotage d'Epitech sur Paris, mais bien d'avoir des Mm. échos, d'avoir des relais sur tout le national. Donc du coup, il a fallu que je réorganise tout ça. Donc la réorganisation pour remettre le leadership au niveau du national et puis au niveau du local, parce qu'il y avait une autre particularité à Epitech, il Oui. n'y avait pas de directeur de campus jusqu'à la rentrée 2024. Et donc, il n'y avait pas de leader désigné, mais il y avait des leaders qui avaient émergé, hein, forcément. Et donc, c'était soit le directeur pédagogique, soit le directeur des admissions sur chacun des campus. Et ça pouvait créer une difficulté de communication et de prise de décision rapide. Et donc, ce que j'entends, c'est quand tu es arrivé et que tu as pris la tête, ça a été de ramener du collaboratif pour que chacun apprenne de soi et casser les silos. Ça a été d'apporter de l'inclusivité. Finalement, tu avais de la chance. Donc, ça veut dire que tu avais déjà un vivier de femmes compétentes qui avaient déjà l'ambition et qui s'étaient déjà positionnées. Ouais, j'ai trouvé Euh, des pépites en fait. Donc je suis dans mon type de management, j'adore faire monter en compétence les gens qui m'entourent. Je fais confiance en fait, je suis d'un naturel confiant au premier abord. Je challenge beaucoup, hein, je suis quelqu'un mhm. d'assez actif, tu l'auras remarqué. Mais oui, donc comme je challenge, celui qui ou celle qui veut prendre le train en marche, en fait, a vraiment le champ libre pour me montrer qu'il est la bonne personne ou Mhm. quelle est la bonne personne au bon moment.
Et moi, je valorise après derrière forcément, les prises d'initiative, le leadership naturel de la personne, Mmh. des collaborateurs. Donc voilà, donc ça s'est fait comme ça. Donc en interne, j'ai trouvé des vraies pépites, hommes et femmes et au national, c'est des femmes qui sont plutôt montées. Et puis après oui, sur les ouvertures de postes, alors dans le monde de l'enseignement, c'est un petit peu particulier, ça attire, naturellement plus les femmes, même si c'est une école de tech où Mmh. on n'a pas assez de filles par contre, aujourd'hui dans les effectifs étudiants. Mais par contre, quand on recevait des CV, c'était plutôt du CV, féminin. Après, j'avais pas d'a priori, encore une fois, je cherchais pas forcément à m'entourer de femmes, mais par leur sensibilité, bon, pour diriger une école, encore Ouais. une fois, il faut cette main de fer dans le gant de velours, comme on dit. Et donc, j'ai trouvé ces profils-là, chez des profils féminins. Et je me demande, parce que tu as quand même fait donc un gros changement, de casser les silos, de tout d'un coup, puisqu'il y avait eu des leaders qui avaient émergé naturellement, et d'un coup, tu fais: «Ah non, mais en fait, maintenant, le poste, c'est plus ça. C'est pas soit on est directeur d'admission, soit, directeur des études. En gros et maintenant, ça va être directeur d'école et c'est transverse». J'imagine que tu as dû faire face à de la résistance. Ah oui, la résistance au changement, elle est énorme. Alors, je Et l'avais comment tu déjà. l'as gérée? Oui et ben, alors moi, je suis quelqu'un qui démontre beaucoup par l'action. Je suis quelqu'un d'assez d'hyperactif, disons le mot. Donc je vais avoir tendance à faire beaucoup et à démontrer que j'ai été capable de le faire et donc que c'est faisable dans un temps imparti, avec des ressources données et cetera. Ça donne confiance aux gens avec lesquels je travaille, puisqu'ils se disent que je suis pas la DG qui va voir ça du haut Mmh. du siège et qui va regarder travailler, mais qui va mouiller la chemise. Plus Et du démontrer. coup, là, tu l'as mouillée comment concrètement la chemise? Par exemple, je vais prendre les admissions. J'ai trié moi-même des bases de données énormes, de 3000 candidats qui étaient dans tous les sens puisque personne ne les avait rappelés et cetera. Enfin, j'ai pu rappeler des candidats. J'ai pu faire passer des tests d'admission. Informatiquement parlant, c'est moi qui ai créé une nouvelle plateforme. Je leur disais qu'on allait changer les outils. Donc il y avait une énorme résistance au changement, même si c'est Epitech et que, justement, on est très outils. Ouais. Pour eux, tout fonctionnait parfaitement. Moi, j'avais envie qu'on réinvente la roue, forcément, à mon arrivée. Et donc, en fait, ces outils, je les ai développés moi-même. Je suis allée jusqu'à coder moi-même pour leur montrer que je savais OK. aussi Ouais. coder. Et donc ils se sont dit: «Bah, en fait, elle en impose. C'est pas, juste une Mmh. DG administrative, jusqu'à coder, y passer la nuit s'il faut, elle va nous livrer». Ouais, donc tu as fait vraiment le leader, walk the talk, hein, comme on dit. Et donc on voit que finalement tu allais gagner ta crédibilité par l'action et du coup, personne peut venir en tant que victime, c'est impossible à le faire puisque tu démontres que c'est possible. Même si j'espère que tu attends pas qu'ils soient tous à ta hauteur, Bon, alors ça, c'est une grande difficulté, dans ma vie, mais ma maman est là depuis que j'ai 38 ans. Enfin, je vais avoir 38 ans. Depuis, 38 ans, ma maman me répète: «Les gens ne sont pas tous comme toi». J'ai une tendance à pas beaucoup dormir, ça, c'est une grande force aussi, forcément. À 38 ans, on s'attend pas à être DG de la plus Mmh, grosse école, du groupe mmh, Sionis, forcément. Eh bien, ma maman m'a toujours dit: «N'attends pas que ceux qui t'entourent puissent avoir les mêmes capacités de travail, que toi, cette même capacité à gérer, plusieurs sujets, dossiers en simultané». Et donc voilà, donc j'ai toujours cette petite voix mmh. qui me rappelle que Super. voilà. Et du coup, j'en arrive à ma deuxième question. Quel a été ton plus grand défi en matière de leadership dans ta carrière? Mais qui t'a permis de développer des nouvelles compétences managériales? C'est Epitech, en fait, quand je suis arrivée, il y avait, cette fameuse situation où les directeurs, de campus n'existaient pas et où je pouvais pas être la directrice de campus par délégation, de 15 campus, même si ça s'était fait un petit peu comme ça avant, c'était pas optimal. Donc il a fallu sur un temps très court, en moins de 2 mois, sourcer, recruter 15 directeurs de campus, les onboarder surtout, on parlait de confiance, on parlait de leadership, les emporter avec moi, leur transmettre, ma vision et qu'ils adhèrent à ma vision. D'ailleurs, ça s'est pas fait, tout seul, hein. On est passé par des formatrices externes qui, sont venues en Mmh. renfort à partir de janvier. Au début novembre, ils étaient tous nommés, les 15 directeurs de campus. Ils suivaient, j'étais la directrice générale, donc ils Mmh. suivaient totalement, ce que je racontais. Mais par contre, ils s'étaient pas forcément approprié la vision et parce qu'ils s'étaient pas appropriés, ils pouvaient pas, la retransmettre après en local. Mmh. Et là, j'ai trouvé un frein, donc j'ai beaucoup appris sur il suffit pas juste de porter la vision et de la répéter ses collaborateurs juste en dessous dans la hiérarchie, mais il faut faire en sorte que toute l'organisation soit embarquée. Et donc là, j'avais un frein et je me suis dit: «Je peux pas le faire Mmh. toute seule, donc il faut accepter d'aller chercher de l'aide à l'extérieur». Donc j'ai pris des formatrices et puis on a construit, ensemble ce plan de formation qui permettait d'abord sur les premiers temps d'embarquer dans la vision. Donc moi aussi reformuler ma vision, reformuler les choses. Donc je faisais partie prenante, hein, de la formation. Et puis après, 2e phase, maintenant que j'ai compris, maintenant que je me suis approprié les choses, comment est-ce que j'arrive avec des outils semblables que ceux que j'ai viens d'utiliser à les retransmettre à mes collaborateurs en local? Et donc voilà, donc ça s'est fait sur un temps long, le fait d'embarquer tout le monde. Et 1 an, quand hein. tu dis voilà, c'est ça, ça a Oui, pris 1 an donc du 1 coup, tu an. as réussi. Ouais. Bah, disons que les 3-4 premiers mois, j'étais seule avec mes directeurs de campus et parce que je faisais beaucoup, comme je disais dans la première Mmh. question,
il s'embarquait, il se disait: «Bon, bah, de toute façon, on doit lui faire confiance. Elle donne tellement Mmh. qu'on doit lui faire confiance». C'était ça le premier sentiment. Mais je sentais que j'avais pas encore l'adhésion à la vision, la Mmh. confiance sur la vision. J'avais la confiance sur l'opérationnel, mais pas encore la confiance sur la vision. Et donc cette formation, elle a permis d'aller sur cette confiance sur la vision. Pour gagner vraiment cette confiance, j'imagine qu'il y a eu aussi une partie d'écoute. Parce que là, ce que j'entends, c'est que tu as eu très vite ta vision, tu voyais très bien où tu voulais aller, avec ce côté efficace que tu as en toi. Et ils étaient là, ok, ouais, elle sait faire, mais est-ce que voilà, la stratégie, c'est la bonne? Du coup, est-ce que tu as gagné aussi en écoute, écouter ce qu'ils ont à me dire, comment je l'intègre peut-être, et que c'est pas juste moi qui ai mon roadmap, mais Ouais, oui, finalement, il on fallait fait que plus de je la co-création. Ouais, totalement. Il fallait que je lutte, contre le fonctionnement en silo où chacun faisait sa partie sans en référer à l'autre. Donc, comme j'étais dans cette dynamique, de transformation des méthodes de travail, le mot d'ordre, c'est test, learn et Rex, retour d'expérience. Donc en fait, je leur ai dit: «Je vous laisse les clés de votre campus. Vous allez Ouais. devoir tester. Ça peut fonctionner, tant mieux. Ça peut ne pas fonctionner, ce n'est pas grave. Par contre, ce que je demande, c'est le retour d'expérience à moi, mais surtout à la communauté Mm. des directeurs, de campus». Donc ça, c'était, l'écoute dans le collectif. Je me suis aussi rendu compte qu'ils avaient besoin, d'écoute dans l'individu et Bien sûr. ça, je l'ai pas mis en place peut-être assez vite. Alors certains sont venus naturellement me le dire: «J'ai besoin Mm. d'un temps en particulier avec vous». Mais tu vois, il a fallu qu'on me le dise. J'étais tellement speed, j'étais tellement: «Faut changer les choses, j'ai la Mm. vision, tout va Ouais. bien, on réveille Epitech, ça bouge dans tous les sens», parce que c'est vraiment une école Mm. d'hyperactifs, que finalement le temps individuel, je l'avais pas assez réservé. Donc en fait, bah, ça a été une vraie leçon, hein, de management, Mm. pour moi et j'ai pu bloquer des créneaux dans, planning, tous les 15 jours avec, les directeurs de campus ou avec tout collaborateur d'ailleurs qui me le demandait et ça, c'est la deuxième erreur que j'ai fait. J'ai attendu qu'on me le demande. C'est-à-dire que j'ai annoncé enfin, la 2e erreur, après on apprend en Ouais, marchant. d'apprentissage, c'est ton deuxième Voilà, apprentissage. d'apprentissage. J'ai annoncé haut et fort, celui qui a besoin d'un temps je peux comprendre que vous ayez besoin d'un temps individuel avec moi, et je vous Mm. le donnerai, vraiment. Je demande à toute personne qui a besoin de ce temps, bah, de se faire connaître et Mm. puis on va bloquer ça dans nos agendas et en fait, il y en a eu 3-4 hein, sur les 15 on va dire, un peu plus parce qu'il n'y a pas que les directeurs de campus, qu'il y a des collaborateurs en direct sur des fonctions, transverses et donc il y en a que 3 ou 4 finalement sur, une petite trentaine, au total, de collaborateurs que je manage en direct, qui ont réservé des créneaux dans mon planning. Et il a fallu attendre finalement les entretiens annuels du mois de juin pour que je me rende compte en discutant, les échanges que c'était, une demande. La seule chose que je regrette, c'est de pas avoir un temps dédié avec vous. Tu vois? C'est là que c'est sorti. Mais parce que, je les ai pas interrogés dans le collectif. La première fois quand Mm. j'avais dit: «Qui veut un entretien avec moi bi-hebdomadaire, enfin ou bimensuel, peu Mm. importe, qu'il se fasse connaître». Mais j'ai dit ça devant tout le monde. Là, le fait Mm. de le faire, en one to one, les collaborateurs m'ont dit: «Ah oui, oui, je voudrais un petit point, j'ai appris que vous faisiez ça, moi je regrette de pas l'avoir». Donc là, cette Mm. année, j'ai mis un point mensuel avec chacun, d'autres qui ont plus de besoins, tous les 15 jours. Et du coup, comment tu gères? Peut-être que tu as un peu de frustration que tout n'aille pas aussi vite, que les gens ne captent pas, alors que tu as dit: «Allez-y, prenez les points avec moi» et enfin, ça suit Ouais. pas comme toi tu avais pensé. Bah, c'est bon là, c'est moi qui suis à l'écoute là, je leur donne de la Ah, place. j'ai 2 sujets. Il y a celui où je comprends pas, après, ça se travaille. J'analyse beaucoup mon type de fonctionnement parce que, bah, encore une fois, mes parents m'ont toujours dit, «Fais attention à comment tu parles aux gens, fais attention». Voilà, donc j'ai été éduquée comme ça et puis j'ai été manager assez jeune. J'ai été prof très, très jeune, donc je me suis Mmh. retrouvée aussi très, très rapidement avec, 36 étudiants en face de moi qu'il fallait embarquer aussi. J'avais à peine 21 ans, donc voilà, tout ça a fait que j'ai appris. Donc oui, j'ai 2 problèmes. Le premier, c'est qu'une fois que le cadre est posé, pour moi, la personne que j'ai en face va s'emparer du projet et va avoir à cœur de le terminer. On fonctionne pas tous comme ça, donc je pourrais être déçue. J'ai appris à prendre beaucoup de recul là-dessus. Ça peut avoir un effet où je perds confiance progressivement, donc je veille à donner des projets qui sont atteignables, plutôt courts et aller progressivement sur des projets plus longs. Le deuxième problème que je peux avoir, bah, c'est que du coup, je vais avoir tendance à le faire moi. C'est un autre Ah ouais, problème. ça c'est dangereux Donc, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire et ton plus gros problème, c'est que tu dors pas beaucoup et que tu as beaucoup d'énergie et du coup, tu peux tomber dans ce travers, tu peux te le permettre. Voilà. exactement et du coup, ça peut écraser les personnes avec qui je travaille parce que, je vais me dire: «Si le temps de lui expliquer, le temps d'être certain qu'il ait ou qu'elle ait compris, la situation, en fait, j'ai plus vite fait de le faire moi-même». Donc Mmh. ça, il faut que je fasse, très attention. Quand je gérais des écoles plus petites, entre guillemets, c'était pas grave. Alors c'est pas grave si pour mon management en fait, Mmh. mais ça je le voyais pas, mais c'était pas grave pour l'opérationnel parce qu'en fait, j'atteignais pas ma capacité maximale de travail et donc bah, je livrais et je me disais: «Bah, tout va pour le mieux». Mais en fait, je faisais pas monter en compétences et je Mmh. faisais pas tourner globalement, Là, tu globalement. es un bon exemple d'un paradoxe et en même temps, tu travailles sur ce paradoxe. Il y a à la fois en toi une partie de toi qui veut que ça aille vite de voir les résultats et qui se dit: «Bon, c'est pas grave, je le prends» et une partie de toi qui aime monter les personnes en compétences puisqu'on voit bien que c'est grâce à ça que tu as pu avoir après un bon vivier de femmes pour avoir 70 au COMEX. Et en nous, on a souvent ces paradoxes et c'est d'arriver à travailler, dans ton cas, sur la patience, sur la délégation. Pour d'autres personnes, c'est sur d'autres choses. C'est bien, tu en as déjà conscience et tu travailles dessus. Et
Dis-moi, avant qu'on termine cet épisode, j'aimerais savoir quel serait ton conseil le plus puissant pour une femme qui aspire à un poste de direction et qui a peut-être pas toute ton énergie, hein, OK? Bah, d'abord de croire en elle parce qu'en fait alors moi au travail, je l'ai toujours dit et je le répète souvent aux collaborateurs, collaboratrices qui m'entourent, je me considère pas femme au travail. Alors oui, j'ai des atouts féminins Mmh. forcément, je suis en jupe, je suis en talons, ça c'est mon style Ouais. vestimentaire. Mais par contre, quand je m'adresse aux collaborateurs, mais aussi à mes supérieurs, je me mets pas dans une position de: «Je suis une femme, donc vous devez être plus attentif ou plus calme avec moi» Que ça veut dire aussi que tu te dis: «OK, je me défais de tous les dictats société que j'ai». Enfin, après je connais pas ton enfance, hein, parce que souvent en fait, personne vient dire: «Soyez plus doux avec moi», mais c'est inconscient dans le sens: «Ah bah non, je suis pas à la hauteur. Ah mais si, j'ose, tout le monde va se rendre compte que je suis un imposteur». Tu vois? C'est plus larvé que, d'aller s'imposer et dire: «Hé, je suis une femme donc voilà, faut m'aider». C'est plutôt l'inverse, c'est genre: «Je vais pas aller oser demander de l'aide». Par en fait, contre, moi je vais être celle qui aide tout le monde. Ça oui, c'est c'est ça et parce que j'aide tout le monde, du coup, on va pas me demander si je l'aide. C'est ça aussi peut-être le Tu vois? Un problème. peu le people pleaser, c'est plus côté féminin. En fait, j'ai été éduquée dans une famille de 4 enfants, je suis l'aînée. Je pense que mon père aurait voulu que je sois un garçon et il m'a jamais éduquée, comme si j'étais une fille. Mmh. J'ai fait de l'aviron, je suis vice-championne de France d'aviron. C'est moi qui montais, dans les toits pour tirer les câbles des réseaux Ethernet. C'est moi qui monte les meubles, qui installe l'électricité. En fait, j'ai pas été considérée comme une fille. Maintenant que tu veux donner un conseil à quelqu'un qui a peut-être été élevé plus dans ce côté sociétal où une femme, il faut qu'elle soit serviable, polie, belle et gentille. Il faut apprendre à se connaître et puis à faire une force, en fait, transformer. On a tous soit des défauts, hein, j'en ai Mmh. plein, je les ai pas cités, mais quand je suis stressée, je vais faire des notes de cadrage, plein de trucs comme ça qui m'habitent. Je pense qu'il faut apprendre à prendre du recul, à auto-évaluer ses manquements, ses faiblesses, mais aussi ses forces et puis à beaucoup travailler dessus. Ce serait le premier conseil, se comprendre, lire beaucoup sur les formes de management, sur les prises de poste et puis tenter de s'identifier à ce qu'on lit et puis vouloir changer aussi parce qu'en fait, il y a des profils, lire son profil, c'est bien, mais lire les autres profils et aller en tirer des forces, en fait, bah, tout simplement, ça va donner des idées, puis ça va obliger à travailler son soi. Donc ça serait mon plus gros conseil parce qu'on ne peut pas changer, Mmh. l'histoire, mais par contre, on peut se forcer à sortir de sa zone de confort et aller chercher, des caractères, qui manquent, à son propre caractère. Oh, ce serait Ouais, mon et conseil. s'entourer finalement de ces caractères Ah complémentaires. oui, et ça, c'est hyper important. Au début, je pensais qu'il fallait que des personnes qui me ressemblent pour que ça Mmh. fonctionne. Parce que j'ai pas beaucoup de patience, je le travaille, mais de base, j'en ai quand même pas beaucoup et donc je me disais que moi, j'irais mieux si toutes les personnes avec lesquelles je travaille au quotidien étaient, exactement comme moi. Le problème, Mmh. c'est que plusieurs comme moi, alors ça, c'est mes défauts, bah, ça marche pas après pour manager le collectif parce qu'on peut en supporter une, on ne peut pas en supporter plein. Non, mais voilà, tu vois, c'est Ouais, prendre ouais, ce genre de recul qui est hyper ouais. important et donc oui, je vais m'entourer de personnes beaucoup plus posées, beaucoup plus administratives, beaucoup rigoureuses, qui mettent pas 3 rendez-vous le même jour, qui doivent jongler avec les plannings. Oui, c'est compléter son profil. Ça revient à vraiment bien se connaître pour savoir ce qui est supportable par les équipes, par ses supérieurs encore une fois, parce que c'est pareil, hein, on parle beaucoup d'équipes, mais pour après perdurer à son poste, il faut avoir la confiance. Pour avoir la confiance, il faut pouvoir déléguer, parce que on nous répète souvent à la tête des entreprises, c'est bien, vous gérez bien votre business, mais par contre, si demain vous n'êtes plus là, qu'est-ce qui se passe? Mmh. Et donc il faut aussi démontrer tout le temps qu'en fait, on a la situation en main, y compris si on est en incapacité de le faire demain. Super. Donc, ce que je retiens en tout cas comme le conseil, c'est la connaissance de soi, vraiment développer la connaissance, donc le développement personnel pour vraiment bien se connaître, pour aussi être curieux de comprendre comment les autres fonctionnent et pour pouvoir comprendre la valeur de la complémentarité des autres qui ne sont pas comme soi. Exactement. Merci Laura pour tous tes conseils, pour tout ce que tu nous as apporté avec toute ton authenticité, de nous avoir livré aussi sur quoi tu travailles par rapport à ton caractère. J'ai adoré qu'on parle de ça ne fonctionne pas que si on s'entoure de nos mini-soi. En même temps, on aime bien aller vite quand on est des locomotives et on voit que finalement, bah, il faut prendre un an pour avoir tout le monde avec soi. Ça prend du temps. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage. Bah, avec plaisir, c'était vraiment très agréable. Merci Laura. Merci d'avoir écouté Together Women Rise. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager avec vos amis. Votre avis compte pour moi. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos idées de sujets ou de futurs invités. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, plutôt que de rivaliser, soutenez les femmes autour de vous.